On redémarre? Oui? はい、そうしましょTrès う。それでは、bien, parfait. Alors nous allons consacrer un petit moment à l'échange et à la discussion. Au préalable, nous allons visionner une vidéo de Gilles Drouin, qui est délégué à l'archevêque de Paris pour l'aménagement liturgique de la cathédrale. Et son point de vue va être intéressant parce qu'il recoupe ce qui a été dit tout à l'heure par Claudie Voisenat sur le fait que le clergé n'a pas forcément exactement la même vision que tout le monde sur la symbolique de la cathédrale, et leur regard n'est pas exactement forcément le même que celui que nous pouvons porter sur la cathédrale. Donc son intervention va nous permettre de lancer le débat, et après nous allons y répondre en recueillant les questions des participants et puis en échangeant entre experts. Pour ce qui est des questions posées par les participants, je pense qu'il serait bon, Toshi, tu vas peut-être confirmer ce que je dis là, il serait bon d'orienter nos discussions et nos questions aujourd'hui autour de ce qui s'est dit ce matin, du contenu de ce qui s'est dit ce matin. Je préférerais, pour la logique de nos journées, que les questions qui touchent à l'authenticité et à l'intégrité soient réservées à la discussion de demain, puisque ce sera vraiment le cœur du thème abordé demain matin. Voilà, merci. Et nous passons maintenant à la vidéo, si vous le voulez bien, de Gilles Drouin. それではビデオを映します。 Bonjour. Tout d'abord, merci aux organisateurs de ce colloque de me donner donc la possibilité d'y participer. Pardonnez-moi de le faire à travers cette vidéo préenregistrée. Il se trouve que aujourd'hui, le premier jour de votre colloque, je donne une session en province, mais je vous rejoindrai demain à Paris avec joie. Alors, on m'a demandé d'aborder la question qui nous réunit à travers le point de vue de l'affectataire. Pour nos amis japonais, peut-être en particulier, en France, depuis la séparation de l'Église et de l'État, les cathédrales sont la propriété de l'État, et l'Église catholique, ou les autres cultes, mais pour les cathédrales, c'est l'Église catholique, a ce statut particulier d'affectataire. Donc il y a un dialogue permanent entre l'État propriétaire et l'Église affectataire, notamment dans toutes les opérations d'aménagement, et évidemment en particulier donc à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors derrière aussi cette question d'affectataire, eh bien on touche du doigt une spécificité de ces édifices cultuels à Paris, dans notre ville, mais également ailleurs. Paris, la cathédrale Notre-Dame est parmi les édifices médiévaux que l'on conserve, finalement un des quelques-uns à être toujours utilisé, eh bien pour ce pourquoi elle a été construite. Elle a été construite donc par l'évêque Maurice de Sully, sous l'impulsion de Maurice de Sully, pour célébrer la liturgie, et sa fonction première est toujours celle-ci. Et puis le deuxième point, c'est que finalement l'institution qui en assure l'animation, qui est la vie, etc., eh bien est la même que celle du XIIe siècle. Je parlais de Maurice de Sully, eh bien là je suis le délégué de son lointain représentant, l'actuel évêque de Paris et archevêque maintenant, donc l'administrateur Georges Ponty. Alors derrière cette impression de permanence qui est réelle, il y a aussi une forme d'impermanence dont vous avez évidemment dû beaucoup parler ce matin. C'est pas parce qu'il y a une permanence de l'institution, une permanence de la fonction globale que les formes n'ont pas évolué. J'aime souvent à dire qu'il y a vraiment une spécificité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, même par rapport à d'autres cathédrales, c'est que ces métamorphoses, ces évolutions successives ont respecté globalement le projet initial de Maurice de Sully, qui demeure structurant et lisible. Les grandes étapes, on les connaît, elles vous ont été rappelées, des évolutions moins d'un siècle après l'achèvement de la première cathédrale, on modifie profondément, bien moins d'un siècle profondément les ouvertures, et notamment les ouvertures des transepts avec les deux magnifiques roses. Ensuite, on ajoute donc une couronne de chapelle, mais tout ça se fait en respectant la structure globale, le plan qui demeure lisible de l'édifice de Maurice de Sully. Au XVIIIe siècle,
suite au Concile de Trente notamment, et on la met plus qu'au goût du jour. Hein. On adapte la cathédrale à une première réforme liturgique, et on le fait à Notre-Dame en conservant dans le chœur et le sanctuaire l'économie générale du chœur et du sanctuaire médiévaux, ce qui n'a pas été le cas partout au XIXe siècle. Hein, la grande restauration de Viollet-le-Duc, les évolutions profondes, vous avez dû parler de la flèche, hein, la magnifique flèche, eh bien, elle se fait là aussi en demeurant donc, fidèle voilà, aux grandes intuitions de Maurice de Sully. Alors, la question se posait à nous, pour ce qui nous revient, nous, c'est-à-dire le diocèse affectataire, en termes d'aménagement de l'espace, l'aménagement liturgique, l'aménagement de l'espace intérieur de la cathédrale, eh bien, que fallait-il faire, hein, que fallait-il faire? Alors, la cathédrale du XIIe siècle, non, si on en parle, mais voilà, l'aménagement est largement perdu, entre guillemets. L'aménagement du XVIIIe siècle subsiste en partie. Il a été profondément modifié donc par Viollet-le-Duc. La question pouvait se poser, elle a été dirimée, elle s'est posée d'ailleurs, elle a été dirimée par une décision donc des autorités de la culture, mais par exemple, pouvait-on, devait-on, par exemple, réinstaller dans la nef de la cathédrale les grands mets, c'est-à-dire ces toiles qui donc tapissaient en quelque sorte la nef et le chœur de la cathédrale sous l'Ancien Régime, et que Viollet-le-Duc a écarté. Et alors, la décision a été prise justement pour de ne pas les réinstaller, pour conserver finalement l'idée de nef gothique que Viollet-le-Duc avait voulu restituer. Alors, la question aurait pu peut se poser également d'une restitution de l'état intérieur tel qu'il a été fait à la fin de la grande restauration, après la grande restauration de Viollet-le-Duc. C'est là où la question de la permanence et de l'impermanence se pose pour nous. Hein. Je donnerai deux exemples. Le culte, la manière dont on célèbre la liturgie, c'est la même liturgie qu'au XIIe siècle et pourtant c'est pas la même. C'est la même institution, c'est la messe comme on l'a célébrée. Donc on célèbre toujours la messe au XXIe siècle, on la célèbre plus comme on l'a célébrée au XIXe siècle et plus comme on l'a célébrée au XIXe siècle. Alors c'est bien connu de nos amis du patrimoine. Notamment, il y a eu un moment important donc, qui était celui de la réforme liturgique consécutive au Concile Vatican II, où il y a eu dans l'Église catholique romaine des évolutions profondes de la manière dont on célèbre le culte et qui se sont traduits par des évolutions profondes du sanctuaire de nos églises. Alors là, on va à peine toucher le sanctuaire parce que, la réflexion du diocèse nous a amené à constater que la réception du Concile Vatican II, eh bien, n'était que partielle, notamment au niveau du baptême. C'est un peu technique, mais on a reçu Vatican II pour ce qui concerne la célébration de l'Eucharistie, de la messe, hein, donc le sanctuaire, l'autel, etc. Au niveau baptismal, c'est pas le cas. Et donc, la proposition était de passer d'un dispositif mobile à un dispositif fixe, d'où la proposition donc d'un baptistère fixe vers l'Occident, l'entrée de la cathédrale. Un exemple, c'est un exemple. Deuxième exemple, eh bien, par rapport également à l'époque de Viollet-le-Duc, à l'époque de Viollet-le-Duc, il n'y avait pas de touristes. Il y avait très peu de touristes. Nous accueillons 12 millions de visiteurs. Et en plus de culture, souvent, on était à l'époque de Viollet-le-Duc dans une culture encore profondément marquée par une matrice culturelle chrétienne. Et là, les visiteurs sont de culture majoritairement, c'est la mondialisation, ou non chrétienne ou post-chrétienne. D'où la proposition du diocèse, eh bien, de leur donner quelques clés de compréhension donc de la cathédrale à travers des clés de compréhension du mystère chrétien pour la célébration duquel elle a été construite. Et c'est l'origine de notre proposition de parcours d'initiation, de parcours catéchuménal dans les chapelles. Il se trouve également, et on revient à la question liturgique, que les chapelles de la nef n'étaient plus utilisées pour le culte comme elles l'étaient au XIXe siècle. Donc des espaces qui étaient vivants au XIXe siècle étaient devenus des espaces morts. Vous voyez, alors voilà deux exemples simplement que je vous donne, deux exemples importants pour nous, à la fois dans le cœur liturgique de la cathédrale, c'est-à-dire avec la question baptismale, et puis dans l'accueil des visiteurs avec la mise en place d'un parcours, eh bien, ou comment conjuguer permanence et impermanence et donc
adaptation à des conditions et une manière de célébrer la liturgie qui évolue. Voilà, j'ai été déjà trop long. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bon, après ce point de vue de Gilles Drouin, peut-être pouvons-nous ouvrir les débats et voir les questions qui sont parvenues jusqu'à nous. Toshi, je te laisse la parole. はい、ありがとうございます。それではQ&A ボックスに若干質問がありますけれども、それはこれまたオンディマンドで聞けるようになるかとか、PDF で手に入るかというご質問ですので、テクニカルなご質問ですので、まずは中身の議論をさせていただきたいと思います。もしウェビナーで聴取されている聞いておられる方はぜひこの間にも質問があればお出しください。で、パネルディスカッションを始めさせていきたいと思いますけれども、まず、日本側のパネリストの方から、そのフランス側の専門家に対してこれ聞いておきたいというようなことがあればぜひお願いしたいと思うのですが、私からまず口火を切らせてください。私の質問はですね、そのシャンティエ・シャンティフィックとサイエンティフィックワークショップということについてです。これは専門的なお話質問というよりは、こういうその学際的な、組織が、このように短期間に、作り上げられて、でしかもすごく広範な分野にわたっているこういう方々が協力して、さらにその研究者同士の協力のみならず現場と協力すると、こういうことがですね、どうしてこの短期間に可能になったのかと、すごく私は興味深いのですね。私は大学の運営に関わっていますけれども、研究者同士が学際的な研究をするということ自体、大変大きなチャレンジです。すごく容易ではありません。それがこういう広範な分野にわたって、しかもそれが研究者同士の間と、しかもその現場の実務ですね、これが結び合う形で実現できたその背景をぜひ教えていただきたいと思います。今日まずそれで私の質問とさせてください。よろしくお願いします。Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre, fournir de premiers éléments de réponse peut-être? Volontiers. Ok, merci beaucoup pour cette question. Alors, il y a deux parties dans votre question, je dirais, qui sont complémentaires, hein. L'organisation des scientifiques entre eux et puis l'articulation entre le chantier de recherche et le chantier de restauration. Donc, je vais commencer par le premier volet. En fait, la France est un pays relativement centralisé autour de sa capitale. Alors, c'est parfois un avantage, parfois non, mais en l'occurrence, là, nous avons la chance d'avoir une organisation nationale à la fois au niveau du ministère de la Culture d'une part et des organismes nationaux de recherche, dont le CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique. Et donc, ce qui s'est passé, moi, à cette époque-là, j'étais directrice adjointe scientifique dans un des instituts du CNRS et les collègues nous ont directement appelés ou nous ont écrit
Et on a contacté le ministère de la Culture et on s'est organisé à l'échelle nationale pour fédérer les forces sur les différents sujets. Et c'est ainsi que dans les unités de recherche, on a une organisation mixte, souvent entre une université et le CNRS. Et donc, on a pu ainsi également contacter les collègues enseignants-chercheurs, professeurs, maîtres de conférences dans les universités. Et d'autre part, on a un certain nombre de réseaux nationaux qui nous permettent de communiquer facilement, d'échanger de l'information. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait entre scientifiques, à la fois du CNRS, du ministère de la Culture et des universités. Ensuite, bien sûr, l'articulation avec le chantier, elle est complexe, c'est évident, parce que les pratiques et les temps de la recherche sont différents des pratiques et des temps de la restauration qui sont extrêmement contraints, alors que la recherche se fait plutôt sur le temps long. Donc, ce qu'on a mis en place, ce sont des cellules de concertation, de discussion, et à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, on fait une réunion entre les 4 coordinateurs du chantier scientifique et l'établissement public Notre-Dame, un représentant des architectes et des collègues du ministère de la Culture. Et là, on aborde des questions pratiques. Par exemple, en ce moment, l'établissement public est en train de lancer les appels d'offres et les collègues qui sont sur place à Paris pourront peut-être compléter. Et il va y avoir un grand nombre de personnes pour réaliser les restaurations sur place, bien sûr, ou pour répondre aux appels d'offres. Et donc ça empêche la venue de certains scientifiques, ou en tout cas, ça contraint la venue des scientifiques. Donc là, on est en train de mettre en place des plannings, des agendas, de manière à pouvoir avancer de façon combinée. Et enfin, il y a une partie des recherches qui se fait sur place, donc notamment pour l'acoustique, où il faut faire des enregistrements régulièrement, mais également pour regarder les pierres, les agrafes, etc. Mais il y a également une partie des recherches qui se fait dans un dépôt qui est au nord de Paris, dans lequel il y a notamment tous les bois calcinés. Donc, à l'heure actuelle, les collègues qui travaillent sur les bois n'ont pas besoin d'accès à la cathédrale, mais au dépôt. Et ça vient tout juste de se mettre en place. Donc, voilà, il y a à la fois beaucoup de bienveillance, d'intérêt mutuel aussi, c'est très important, et d'envie de partage qui font qu'on arrive à articuler ces différents aspects. Et enfin, juste dernier point pour la recherche scientifique, donc ça a été financé partiellement par le CNRS et le ministère de la Culture, et ça permet aux collègues pendant 4 ans d'avoir un budget de base et de répondre à des appels à projets. Et donc, il y a un grand nombre de projets qui sont financés par l'ANR. Peut-être que l'Europe il y a déjà l'Europe qui finance, il y a un autre projet en cours. Et donc, ça a servi de levier pour obtenir des financements complémentaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question et peut-être que des collègues sur place qui participent à ce chantier scientifique ou qui interagissent avec pourront apporter des compléments d'information. ありがとうございました。被災した文化財の Je vais rajouter quelques éléments. Lorsque la cathédrale a brûlé, très rapidement, on s'est regroupé en réunion de chantier, tout bêtement, dans des algécos. Et très rapidement, il a fallu envisager le après. Donc la reconstruction et en même temps le pendant, c'est-à-dire la sécurisation. Très rapidement, j'ai voulu je dis bien j'ai voulu, prétentieusement, que la cathédrale soit quelque chose qui donne, mais en même temps qui reçoive. Donc tout naturellement, avec le ministère, on a développé justement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les différentes collaboration entre CNRS, LRMH, ministère de la Culture et les universités. Et pour une question pratique, pour nous, les architectes en chef, il était important de développer certains postes qui nous intéressent particulièrement, notamment la pierre pour la reconstruction des voûtes, le fer pour les éléments métalliques qu'il y a dans la structure, mais pas seulement, pour les éléments de vitraux, pour la charpente, évidemment. Donc,
différents groupes comme ça, on appelle des GT, alors GT pierre, GT bois, GT vitrail, etc., se sont développés en étant très étroitement liés au travail des architectes. Le travail des architectes, il a consisté à faire un diagnostic de la cathédrale dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement les parties touchées par l'incendie, mais dans sa globalité. De ce diagnostic, on a extrait le programme de restauration et de reconstruction que l'on met en œuvre et qui devrait s'achever d'après le planning fin 2024. Mais il y a également toute une suite de travaux qui sont prévus au-delà de la reconstruction et de la réouverture de la cathédrale. Et donc, on a besoin très rapidement, et c'est vrai que le temps de la recherche et le temps de la reconstruction ne sont pas les mêmes. J'ajoute aussi que le temps de la reconstruction n'est peut-être pas le même, mais il est nécessairement plus rapide dans la mesure où on ne va pas laisser un édifice comme celui-ci, qui est fragile, qui a 850 ans, éventré, instable et pas complet. La charpente et la couverture ont un rôle éminemment important dans la structure de la cathédrale. C'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on trouve très vite le parti de reconstruction, très vite les matériaux, et pour démontrer que la structure de la cathédrale était très importante à sauver. Donc, d'où une certaine rapidité. Pour la reconstruction des voûtes également, il a fallu qu'on fasse des recherches pour identifier les pierres, mais également analyser le comportement des voûtes avant l'incendie, pendant l'incendie, juste après l'incendie et aujourd'hui encore. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, on a constaté qu'avec la chaleur, les voûtes se sont dilatées, ont eu tendance à remonter, se sont réabaissées, mais que depuis l'incendie, les voûtes n'ont pas bougé d'1 millimètre. Donc, on a malgré tout besoin justement des chercheurs pour essayer de rebâtir les arcs de la manière la plus solide possible, la plus stable possible et la plus proche de la réalité possible. Des analyses de mortier sont faites, des observations précises sur les pierres qui sont tombées ont permis de remarquer notamment des encoches sur certains claveaux, donc qui nous permettent de comprendre comment on a pu bâtir cette voûte-là en mettant des cerces. Tous ces éléments-là qui sont des réponses rapides d'observation et d'analyse, nous font avancer rapidement. Mais il est évident que le temps de la recherche et la collaboration entre le chantier de reconstruction et celui des chercheurs va se poursuivre bien au-delà de 2024. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais je crois que tout va bien. どうもありがとうございました。素晴らしいモデルだと思いますので、他の国でも何かこう使えるような形で提示していただくと、その研究者いろんなネットワークがこうして復元につながっていくというのが素晴らしかったと思います。どうもありがとうございました。Je voudrais enchaîner, Toshi, sur une question qui est posée par une des participants à notre réunion, justement sur le fait de capitaliser sur presque l'élaboration d'une nouvelle méthodologie qui joint la recherche et la pratique et qui apporte une importance spécifique à une gouvernance un petit peu centralisée, enfin pas centralisée, mais en cohérence entre la pratique et la recherche. Alors effectivement, c'est peut-être l'occasion de pérenniser une méthodologie qui peut être intéressante. Il y a une question dans ce sens qui me semble tout à fait être dans le droit fil de ce que vous venez de dire. C'est le Japon. はい、私もそう思います。特にディザスターが起こる前にどういうことが行われているかということがポストトラウマにすごく大きい意味を持つと思いますので、それはさらに予防につながっていくというのは私もそのように思っています。私だけ喋ってもあれなので、他に日本側から何か高田先生質問がありますか。はい、よろしくお願いします。
今日はノートルダム大聖堂についての大変詳しい話題を聞いて大変勉強になりました。そしてフランスの方々いかにさまざまな分野でその問題と真剣に向き合っているかということも大変よく分かりました。そこで一つ質問がありますが、実は首里城を復元するときに一番大きな問題だったのは、要するにもう伝統的な技術がもう失われている、さまざまな情報がそのまま後世に伝えられていない。だから首里城という建物を復元するためには伝統的な技術はどうだったのかということを検討しながら、しかしもうすでに沖縄にはそれはない。それはどう補っていくのかということが常に問われました。したがって我々は何を失ったのかということを確認しながら、じゃあ現代それを誰がどういう技術でもってそれをサポートしてくれるかということを検討したわけですね。そこで質問なんですが、ノートルダム大聖堂のようなさまざまな分野で研究蓄積がある建造物ですけども、今回の大火災によってそれを修理しなきゃならないといったときに、一体どういう技術が、どういう検討課題がまだ横たわっているかと。つまりフランスでもまだこの分野は足りないと、ノートルダムの火災によって改めて確認された技術的あるいは何ですかね、建築的な課題というものがあったかどうかと、もしそれがあったら教えていただきたいということです。La question est posée à Philippe Villeneuve, peut-être. Alors déjà, on a la chance en France d'avoir le service des monuments historiques qui date de 1830 à peu près, et puis ensuite toute une succession d'architectes en chef, toute une succession de travaux, de monuments qui ont été restaurés. C'est ce qui fait en fait notre raison d'être aujourd'hui. Elle date de ce milieu du 19e siècle. Et Viollet-le-Duc est un des fondateurs de ce courant, mais il y en a eu un petit peu avant, et puis il y en a ensuite jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette tradition de restauration des monuments historiques, on l'a en France, et précisément, elle a été l'occasion de maintenir des métiers. Viollet-le-Duc, par exemple, a remis au goût du jour, enfin remis la technique du vitrail, par exemple, en valeur. Ça s'était perdu totalement, puisqu'on était parti des verres blancs du XVIIIe siècle, des verres peints comme de la peinture vers le début du XIXe, mais ensuite on a inventé le vitrail dit archéologique qui reprenait la technique, la taille des pièces, etc. Donc ça, c'est un art que la restauration a permis de redévelopper, et on s'en sert toujours aujourd'hui. L'art du vitrail en France est quelque chose de parfaitement maîtrisé et qui nous aide et va nous aider à Notre-Dame de Paris, même si les vitraux de Notre-Dame ont vraiment, par bonheur, échappé absolument à l'incendie. Mais pour la restauration, cela nous sera utile. Pour la charpente, c'est également la même chose. On a des chantiers de charpente régulièrement en France, mais à Notre-Dame de Paris, ça va être un petit peu différent. En effet, le parti de restauration qui a été retenu consiste à réutiliser le matériau, c'est-à-dire le bois, et en même temps à reprendre les techniques correspondantes aux différentes parties de l'édifice. La charpente de Notre-Dame comportait une partie médiévale dans la nef et dans le chœur, et une partie 19e dans le transept et la flèche. Les bois ne sont pas du tout les mêmes. Les bois médiévaux, on le sait, ça a été prouvé, démontré, ont été taillés et mis en œuvre verts, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas qu'ils soient secs. C'est une légende qui veut qu'on ait préparé les bois très longtemps à l'avance pour monter ces charpentes. Bien au contraire, ils étaient montés verts, ce qui d'abord permettait une plus grande facilité pour la taille, qui était faite à la main avec des outils, j'ai oublié le nom, la Doloire. Et puis, ils étaient mis en œuvre, encore frais, si on peut dire, et les assemblages se resserraient à mesure que le bois se séchait. Donc, on avait une garantie de stabilité. Et d'ailleurs, la cathédrale est parvenue, 850 ans après, la charpente est arrivée en bon état. Ceux du 19e siècle, eux, font déjà partie du siècle industriel. Autrement dit, on va scier les bois en scierie. On va là complètement changer l'approche de ce que c'est qu'une poutre de bois.
La taille manuelle, comme on l'a pratiquée dans la nef et dans le chœur, et comme on va la pratiquer dans quelques mois à Notre-Dame, respecte la fibre du bois, c'est-à-dire qu'on respecte le matériau, et donc le bois va pouvoir vivre tranquillement sans risque de rupture. Au XIXe siècle, on fait plutôt des bois parfaitement équarris, parfaitement droits, et il faut qu'il soit un peu plus sec pour garantir justement la stabilité. Et les assemblages de viollet-le-duc sont boulonnés et moisés, ce qui n'est pas du tout une technique médiévale. Mais le matériau reste le bois. Et ça, on va retranscrire exactement le même mode opératoire pour la flèche. Pour la couverture en plomb, c'est la même chose. On a des couvertures en plomb qui sont régulièrement faites. On a des édifices majeurs, la plupart du temps, qui sont couverts de plomb. Les grandes cathédrales de France sont couvertes de plomb, à l'exception de quelques-unes qui ont été couvertes en cuivre suite à des incendies. Et c'était la réponse contemporaine de l'époque de mettre du cuivre, parce que c'était léger, que c'était pas cher et que c'était moderne. Aujourd'hui, on est plutôt vers la restitution des couvertures en plomb. Et là, c'est tout un art, un métier qui est maintenu toujours. On coule les tables de plomb sur sable. On va utiliser une technique que Viollet-le-Duc a réemployée également, c'est-à-dire d'emboutir le plomb sur une forme, sur un moule. Ensuite, c'est soudé. On va reprendre cette technique. Et finalement, j'ai envie de dire que les seules techniques réellement ultramodernes l'ont été pour le contrôle, pour la vérification du dimensionnement, de la stabilité du monument, pour les relevés également, car si on a été capable de faire les restitutions telles qu'on peut les faire, telles qu'on va les faire, c'est précisément parce qu'on avait un bâtiment qui était extrêmement bien documenté, tant par des relevés, on va dire, humains. Mon confrère Rémi Fromont, qui m'assiste, qui m'aide à Notre-Dame de Paris, architecte en chef, avait fait un relevé que je qualifierais d'humain et d'intelligent de la charpente et qui était très, très riche de renseignements. Et on a eu également des relevés qui ont été faits par relevé 3 dimensions avec des drones. Et on a pu ensuite superposer ces différentes données pour avoir des bases tout à fait fiables pour pouvoir rebâtir la cathédrale au plus près de ce qu'elle était. Donc voilà, on n'est finalement absolument pas en manque et on sait très bien que depuis l'incendie, les charpentiers, par exemple, ont déjà commencé la formation de compagnons en vue d'investir le chantier de la cathédrale. Et quelque part, ce chantier de Notre-Dame va, de par la masse des compagnons, permettre de régénérer, de donner un sang neuf à tous ces métiers qui, c'est vrai, peuvent fluctuer en fonction des chantiers, en fonction des budgets, en fonction des accidents. Là, on va avoir un creuset de main-d'œuvre et de compagnons qualifiés qui serviront partout. Est-ce que je peux intervenir? Juste pour élargir ce propos et la question, Philippe Vigneuve a très bien montré comment en fait certains métiers sont maintenus grâce au travail sur l'ancien. C'est un petit peu la même chose dans le domaine scientifique. On a la chance d'avoir un groupe d'archéométrie très développé en France, qui est le cas également en Europe et dans d'autres pays. Et alors que la recherche est en train de s'orienter sur des défis, ce qu'on appelle des défis sociétaux actuels et très immédiats, et on sait qu'ils sont nombreux, on voit là que quand on maintient une recherche de fond dans certains domaines, à un moment donné, elle est réactivée pour répondre à des défis sociétaux. Le travail du LRMH, du laboratoire de recherche des monuments historiques, qui est dirigé par Aline Magnier, a des connaissances fabuleuses sur tout ce qui est polychromie, pierre, etc. Le groupe de Philippe Digman, qui travaille sur les agrafes en fer, a réalisé de nombreux travaux préalables qui ont pu se développer, se déployer pleinement sur la cathédrale. Et donc, je pense que c'est aussi important, de même qu'on conserve certains savoir-faire antiques, anciens, médiévaux, qu'on conserve, qu'on fasse avancer tous les fronts de la connaissance en même temps, sans se focaliser sur l'urgence du moment, parce que chacune des connaissances sera à un moment donné mobilisable et mobilisée.
beaucoup. Ah, Dany. Je peux ajouter, pour ce qui concerne la recherche, l'intérêt évidemment des travaux en cours à Notre-Dame, en lien avec la maîtrise d'œuvre, c'est que ça fédère une communauté qui est soucieuse de décloisonner les approches donc, entre différentes professions, chercheurs, ingénieurs, universitaires, etc., qu'ils relèvent donc, de différents ministères. Enfin, bon, ça, c'est structuration administrative française. Et puis aussi donc, différents domaines de la recherche scientifique. On a parlé des groupes thématiques subdivisés selon les matériaux utilisés à Notre-Dame, etc. Mais il y a une volonté de décloisonner, donc de faire se parler les différents experts au-delà des limites de leur domaine strict d'expertise. Je voudrais juste ajouter un mot en réponse à la question qui a été posée et qui me paraît extrêmement importante. C'est qu'en fait, ces savoir-faire font l'objet en France de formation. Les compagnons sont formés à l'école des compagnons du Tour de France, qui est une structure extrêmement exigeante sur la taille de la pierre, la charpente, etc. Tous ces métiers qu'on retrouve sur les monuments historiques. Ces compagnons ensuite complètent leur formation sur des chantiers, au fur et à mesure de leur formation, ils complètent sur des chantiers. Donc, il y a les écoles d'une part, les chantiers d'autre part, qui sont très formateurs. Et puis alors, il y a aussi, pour les architectes, une école qui est très importante, qui est née à la fin du 19e siècle, à l'initiative de Viollet-le-Duc, qui est l'école de formation des architectes aujourd'hui les architectes du patrimoine, qui est une école qui forme les architectes au complément de connaissances sur les méthodes traditionnelles de construction et qui les forme aussi sur toutes les méthodes et doctrines de restauration. Donc, vous avez en parallèle à la maintenance sur place des savoir-faire, vous avez toutes sortes de structures pédagogiques qui permettent de les encadrer et de les faire persister. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Toshi, j'ai quelques questions qui portent sur le château de Choury. Est-ce que tu veux que je les lise? Oui. Alors, j'ai une première question qui est formulée de la façon suivante. Dans l'élaboration du projet de reconstitution du château de Choury réalisé à partir de 1980, quelles sont la part de l'exploitation directe de la documentation photographique ou graphique retrouvée et la part de mobilisation des connaissances sur l'histoire des techniques et de l'architecture dans cette région du Japon? Ça, c'est une première question et je vais enchaîner sur la seconde parce que je pense qu'elles sont jumelles. En Asie, et notamment sous l'influence du bouddhisme, on souhaite, comme l'a évoqué Madame Mukai à propos du Bhoutan, reconstruire en améliorant sans garder trace des dégâts occasionnés par les catastrophes. C'est une réalité culturelle bien différente de celle de l'Occident. Pensez-vous que le château de Choury choisira la voie bouddhique ou la voie occidentale ou bien une synthèse des deux voies? Merci pour votre réponse. Alors, je vous transmets les questions de nos participants.はい、まず最初のご質問にちょっとお答えいたします。1980年代から始まった首里城の正殿の復元ですけれども、基本的には先ほど紹介しましたさまざまな当時の資料に基づいて復元したわけですが、その資料の内容を分析すると、そこに使われている木造建築の専門用語は日本建築の用語です。つまり当時の琉球の人間たちは木造建築が盛んだった日本に行って勉強して、その技術を取り入れてそれを首里城に応用したということです。で1908年代の始まった復元についてもそのために日本の古い建築に詳しい木造建築に詳しい専門家が委員になって参加してくれました。そして実際の工事をするときには日本の
木造建築の実際現場で働くスペシャリスト、宮大工と呼ばれている彼らが参加してその工事を行ってくれました。2つ目の質問に私が答えましょうか。そうですね、首里城という、琉球という国は基本的にアジアの国々と交流しましたので、中国からは儒教とか道教とか中国の考え方がたくさん入ってきています。で、日本との交流の中では仏教が、あるいは神道が入ってきました。したがってそういう価値観が琉球に影響を与えたことは確かです。しかし同時に琉球の中にあった伝統的な価値観と、これ例えば琉球で神様をどう考えたかと、どんなお祈りをするかということも琉球のベースがあるわけです。その琉球のベースの上に外国の文化を取り入れて自分たちでアレンジして、それを琉球文化として応用したという側面があります。で、今日詳しくは説明できませんでしたけれども、そういう琉球の伝統的な文化というものをベースにしながら周りの文化を取り入れた。その一番にそれをよく示しているのが首里城の正殿です。まさに日本建築のスタイル、中国建築のスタイル、そういったものを吸収して作るんだけども、しかし全体のデザインというかコンセプトは琉球の価値観で作るという、そのことがよく表れたのが多分首里城のこの正殿という建物だと私は理解しています。はい。これ補足がありました。私の方からは首里城についての補足というのではないんですけれども、今おっしゃったこの仏教の影響ということについてちょっとだけお話しさせていただきたいと思います。仏教ではやはり無常観というのがありまして、どんなものでも生まれたものは滅びるという、そういう考え方があるので、そのブータンにおける寺院なんかで改善しながら復元していくと今おっしゃったのはまさにそういうことだと思います。そのものとしての価値というものをあまり重視しない、そういう傾向があると思います。すみません、ちょっと補足します。先ほど私の方でスライドで示しましたけれども、首里城というお城は東から西、東西という、それを大事にして建物がディスプレイされている。で、それ琉球独特の価値観だと説明しました。しかし周りのアジア、中国は重要な建物は南北の軸線で配置します。日本もそうです。朝鮮もそうですね。それらの国々と交流して、それをよく理解していながら、しかし琉球は東西の軸線で建物をちゃんと配置したということがその象徴的な例だと思います。ドミニク、もう一回、宝先生、もう一つ追加で、つまりドキュメントに基づくその再検討、それとそのドキュメントでない聞き取りとか、そういうものに基づく再検部分ってどれぐらいの割合でしょうかという。そうですね、写真の古い写真の分析ももちろんしました。基本的には正殿という建物は資料がありまして、かなり王子に近い形に復元されています。ただしかつてのその資料でもやっぱり書いてないところがたくさんあります。例えば一つの例を挙げますと、王様のごめんなさい、琉球の神様に祈る部屋がありますが、その部屋に、神様の象徴である香炉というんですが、それが置いてある。で、その香炉は金属製なのか焼き物なのかという問題があります。それは資料には書いてない。で、したがってその結論が出るまでは最初はそこにある香炉を置きませんでした。しかし香炉を置かないと収まりが悪い。そこでちょっと仮に置いたということをしています。ですから
写真でありますとか、さまざまな古老のからヒアリングでありますとか、そういったものによって補ったものが結構もちろんたくさんあります。しかし、建築の一番基本的な部分については、王国時代の資料に基づいて復元されているということです。はい。ドミニク、もうそちらにもう一つ質問がありますか。Il y a une question technique de Monsieur Lacoste. Est-ce que tu peux me la poser? Voilà, question technique. J'ai vu qu'il a fallu 4 mois pour mettre en place les cintres sous les arcs-boutants. Comment a-t-on sécurisé la poussée des arcs sur les voûtes dont on ne connaissait pas la résistance avant un diagnostic complet? Je pense que l'architecte en chef Philippe Villeneuve va nous répondre. Alors effectivement, cette mise sur cintre a été quelque chose de très délicat. Il fallait de toute façon bloquer éventuellement tous les mouvements. Bon, on était rassurés parce que dès le lendemain de l'incendie, on a mis des capteurs à peu près partout et la cathédrale ne montrait absolument aucun signe de mouvement, que ce soit des poussées vers l'intérieur, des murs qui pouvaient se déformer, des voûtes qui s'affaissaient. On a eu de la chance, on n'a effectivement pas eu de mouvement. Mais ma grande inquiétude a été notamment lorsqu'on a eu à subir une canicule, où les mortiers qui avaient été complètement gorgés d'eau pendant l'incendie pouvaient tout d'un coup se déshydrater de manière trop rapide et éventuellement se disloquer et les voûtes s'affaisser. Heureusement, là encore, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu de mouvement de remarquer. Mais on a eu, là, je viens de vous dire, de la chance. Mais en même temps, on ne va pas, quand on a un monument comme celui-ci, qui est aussi vieux, aussi fragile, aussi audacieux, avec ce qu'il a subi, on ne prend aucun risque. Par conséquent, il était évident qu'il fallait stabiliser la structure. L'architecture gothique est une architecture qui est extrêmement dynamique, c'est-à-dire que tout se répond. Vous avez l'arc-boutant qui, certes, appuie sur la voûte, mais qui reçoit lui-même la poussée de la voûte, qui ensuite est écrasé par une culée et un pinacle, qui ensuite est tenu par une charpente. Enfin, tous ces éléments-là se répondent. Or, avec l'incendie, ce savant système en parfait équilibre, mais toujours absolument dynamique, c'est-à-dire comme une structure vivante, a été amputé de certains éléments. Donc, il fallait absolument bloquer cette structure pour que, justement, faire en sorte de suspendre un peu le temps. Et donc, on a placé ces cintres. Alors, effectivement, ça a pu mettre 4 mois, en sachant que chaque arc-boutant a des dimensions individuelles. Et qu'on aurait pu, effectivement, mettre des cintres en cube, mais la rapidité de préparation aurait été peut-être plus aisée, mais en réalité, je crois que le temps qu'on a passé à préparer ces cintres et à les emmener les uns après les autres garantit d'une part des cintres qui sont vraiment de très grande qualité, de stabilité, de poids, ils répondent parfaitement à ce qu'on leur demande. En plus de ça, ils pouvaient être mis en place facilement, contrairement à ce qu'on croit, même si c'était délicat, mais c'était plus facile que de monter une structure en métal. Il aurait fallu mettre des compagnons dessus, voire des échafaudages d'approche. Là, on a finalement choisi quelque chose de robuste. Et il faut savoir qu'après la réouverture de 2024, la plupart d'entre eux vont rester, puisque dans la campagne d'après, on se servira de ces cintres pour reconstruire certains arcs-boutants qui sont jugés trop faibles. Non pas qu'ils ont été abîmés par l'incendie, mais parce qu'on va profiter de l'opportunité de ces dispositifs pour passer au-delà de 2024, au-delà de la reconstruction pure et simple de la cathédrale suite à l'incendie. Et tous les dispositifs de sécurisation qui ont été mis en place depuis le début de l'incendie jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a été démonté pour laisser place à autre chose, car tout a été anticipé dans la perspective du chantier. Et les cintres font partie aussi, dans la mesure d'anticiper des travaux ultérieurs, font partie de ce dispositif. Merci beaucoup pour la réponse.
Toshi, j'ai vu que Claudie avait demandé la parole. Oui, si j'ai une minute, c'est une question pour Junko, parce que j'étais vraiment très intéressée par ce qu'elle nous a raconté sur les piliers dragons et la façon dont la population d'Okinawa a pris position dans un débat qu'on aurait pu supposer être un débat strictement scientifique au départ. Je voulais savoir si elle pouvait nous en dire un tout petit peu plus sur les arguments qui ont été avancés par la population pour justifier leur repositionnement face au public et non plus en face à face. Merci.流通を正面に向けたいというその思いというのは、もともとの流通というのが正面を向いていたということが分かっているということだと思います。でその後に、寸法機などによりますと向かい合わせになってますけれども、それは、先ほど倉吉さんもおっしゃっていましたが、この首里城というのは東西軸を基本にした建物なんですけれども、研究者の論考によれば、もともとのその琉球王国が使っていた方角というのが牧田というか、その中国が使っている方角と少しずれていて、それを後になって、周りの建物を中国の向きに変えたために、正殿だけがちょっとこう微妙に斜めを向いてしまって、まっすぐ門から入った時にまっすぐ見えなくなったということが一つあると言われています。で、もう一つは倉吉さんのご説明にもあったように、寸法機の時代には階段がハの字にというのは、下に向かって広がった形にされたので、それもあって正面向きよりは向かい合わせにしたのではないかと考える研究者もいます。そういう歴史をたどっているんですが、やはりそもそものその流通の向きというのは正面だという、そういう思いではないかと思います。でそれというのは、首里城というのはその龍の流れがあると考える考えもあり、その龍の流れというのが正殿から正面の欄干をたどって正面に流れていくという、そういう考えもあるそうです。ありがとうございました。もうそろそろ時間が来たのですが、ジャンマーク・ボイエさんから、日本のことについて、質問があります。でこれをおそらく最後に、お答えして今日のディスカッションを終わりたいと思います。でジャンマーク・ボイエさんの質問は、日本には、これおそらく人間国宝ということだと思いますけれども、人間国宝という制度があるだろうと。でこの人たちは技術を維持して伝えていく役割を期待されているだろうと。で日本は、木造の建物で定期的に再建されていくではないかと。したがって保存という概念は、日本とヨーロッパでは違うのではないかと。だからちょっとその発言の意味がちょっと分かりにくかったというご指摘だと、そういう質問だと理解しています。で私の方からお答えします。確かに日本は人間国宝という制度を世界で初めて導入しました。無形遺産という考え方を世界で初めて導入したのは日本です。でそのことはその通りなんですが、日本の、お寺やモニュメントがですね、
木造のお寺やモニュメントが定期的に再建されていくというのは、これは、一般的ではありません。定期的に、リコンストラクトされるのは、伊勢神宮という、神社だけです。これだけです。で、この伝統は、もう1000年以上続いている伝統ですが、他の寺院、それから木造建築で文化財として位置づけられているものは、基本的に昔の材料をきっちりと残します。したがって、その保存という観点で言いますと、日本とそれとヨーロッパで変わるところはないというふうにご理解いただければと思っています。この話はまた明日オーセンティシティとの関係で議論する時間がたっぷりあるかというふうに思っていますので、ぜひ明日続けて議論したいと思います。それではドミニクさん、今日もちょうど時間になりましたが、これで今日のディスカッション終わってよろしいでしょうか。Nous avons tenu les délais parfaitement bien. Merci à tous pour cette très intéressante session que nous reprenons demain matin, demain soir pour vous. C'est la tradition féminine. Merci beaucoup. はい、それではありがとうございました。ではまた明日お目にかかります。Merci beaucoup. Au revoir. Bye. See you later. お疲れ様でした。